Bien, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je reçois Daniel Kay, qui est un poète connu et reconnu, puisqu'il édite dans plusieurs éditions, mais notamment la collection Blanche de chez Gallimard, ce qui est quand même très bien. Alors, il vient de sortir 2 livres. Je vais commencer par le livre qui s'appelle « Le perroquet de Blaise Pascal ». Alors, je vais demander déjà à Daniel si c'est un trait d'humour qui lui a donné l'idée de faire ce livre qui est quand même constitué d'aphorismes. Et quelle est l'idée moi j'ignorais que Blaise Pascal eut un perroquet, mais rien ne le prouve non plus, mais il est question du perroquet de Blaise Pascal quelque part dans la littérature pascalienne. Donc je laisse Daniel en dire quelques mots. Voilà, donc merci Claude et bonjour tout le monde, c'est gentil d'être venu. Donc, comme l'a dit Claude, vous avez ce titre, Le perroquet de Blaise Pascal, mais il y a également un sous-titre. Un sous-titre, c'est important, il faut savoir un peu de quoi il s'agit. Ce sont des variations sur le thème de l'inachevé. Alors j'aurai sans doute l'occasion d'en parler un peu plus tout à l'heure, mais ce titre, effectivement, peut sembler un peu spécial, un peu bizarre. Alors, la question du titre me semble être une question importante. Vous savez, Umberto Eco, qui est l'auteur donc du Nom de la Rose, disait qu'il y a 2 types de titres. Il y a les titres explicites et puis des titres beaucoup plus implicites, c'est-à-dire des titres plus énigmatiques. Alors, si vous prenez par exemple la Chartreuse de Parme de Stendhal, bon, sur 600 pages, il n'est question que d'une Chartreuse de Parme qu'à la dernière ligne. Bon, mais c'est quand même un titre merveilleux. Alors, on n'imagine pas un autre titre pour ce livre. Donc ici, vous avez compris, il s'agit plutôt d'un titre implicite, puisque Blaise Pascal n'a jamais eu de perroquet, et on peut se demander quel est le rapport entre le titre et le sous-titre. Donc il s'agit surtout d'un essai, mais un essai sous une forme très libre. Donc il y a des aphorismes, des poèmes en prose, des petites histoires, des citations autour de cette thématique de l'inachevé. Alors, en général, on connaît les fragments de Blaise Pascal, les pensées qu'il a laissées après sa mort, dont beaucoup ont été recopiés par sa sœur Gilberte. Il y en a qui sont très connus. Quand on était à l'école, on a appris, dans La Gare des Michards, il y avait le divertissement, les 2 infinis, etc. Il y a beaucoup de fragments très connus, mais il y a un fragment, parce qu'il est beaucoup question dans mon livre de littérature fragmentaire, comme il est question d'esquisse en peinture, et un fragment qui est très peu cité, c'est un fragment sur le perroquet, hein, où Pascal explique que le perroquet essuie son bec, quoi qu'il soit net. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà un fragment qui n'est pas souvent cité, mais c'est un fragment que moi je trouve très drôle. Apparemment, ça fait peut-être pas rire tout le monde, mais en fait, le perroquet qui essuie son bec, quoi qu'il soit net, c'est tout simplement quelque chose qui est en rapport avec la fameuse question de l'animal-machine. Ah, vous savez, les questions posées par Descartes, si les animaux sont des machines, ou on peut dire des gens un peu comme nous. Et ce qui faisait que le philosophe Malebranche donnait des coups de pied à son chien, savoir si c'était une machine. Et donc, en fait, je suis parti sur cet aphorisme, et puis j'ai un peu brodé. Je me suis amusé, c'est bien marqué « variation », à écrire, moi aussi, des choses autour de ce perroquet.
Ce perroquet qu'on retrouve aussi dans Vie héroïque. Je me suis aussi un peu amusé à faire passer des éléments d'un livre à l'autre. Et donc, ce perroquet, je lui donne une vie, un peu comme le perroquet, vous savez, dans Un cœur simple, le perroquet Loulou, dans le conte de Flaubert. Et en fait, ce perroquet, pourquoi est-il très drôle? Vous savez, il y a quelques années, il y avait une émission à télévision consacrée aux gags animaliers. Alors, vous voyez par exemple un tel là, qui filmait son chat qui tombe d'un frigo. Boum. Il y avait une émission entière là-dessus. Et mon perroquet qui n'arrête pas de s'essuyer le bec, ben, en fait, moi je le trouve très drôle. Hein, vous voyez, c'est le mécanique plaqué sur du vivant de Bergson. Et donc, je me suis amusé à partir de fragments de Pascal, mais aussi de Sioran, de Michaud. Alors je donne les fragments. Hein. Bon, il y a certains esprits mal placés qui m'ont dit que tout ça était un peu trop érudit et qu'on n'y comprenait rien, etc. Je donne les fragments avec lesquels je m'amuse. Un fragment de Sioran qui est très souvent cité, à propos de Dieu qui doit beaucoup à Jean-Sébastien Bach. À partir de ça, moi, je rebondis, je réécris, je transforme, et ça aboutit donc à une sorte de jeu, un peu comme des ricochets. Ça ne fait pas la totalité du livre, mais ça fait une partie quand même du livre. Le reste du livre, ce sont plutôt des réflexions sur cette question de l'inachevé en art. Voilà pour le titre. D'accord. Oui, je dois dire que c'est les gens qui ont un peu peur de la poésie, qui disent oh, la poésie, c'est pas pour moi, tout ça, je leur conseillerais d'entamer leur recherche de la poésie par Daniel Kay, parce que c'est bien ça, c'est bien. Hein, ouais, mais bon. C'est plein d'humour. Il vient de parler de Sioran, qui est considéré comme le penseur pessimiste par excellence, mais qui avait aussi de l'humour parce qu'il disait que Dieu se venge sur nous depuis 2000 ans de ne pas être mort sur un canapé. Je ne me trompe pas, c'est à peu près ça. Oui. Ouais. Et je vois là des choses qui font réfléchir. Il suffit de 2 lignes. Les bibliothécaires aveugles ne finiront jamais de classer les livres jusque dans l'éternité. Or, il y a un bibliothécaire aveugle connu, c'est Borges, dont tu parles d'ailleurs, dans ton livre, quelque part. Qu'est-ce que tu attends de ça, par exemple, que les lecteurs viennent te dire, mais qu'est-ce que vous avez voulu dire là? Les bibliothécaires aveugles ne finiront jamais de classer les livres jusque dans l'éternité. Alors, c'est une question un peu particulière, parce que si on parle de la question de la poésie, de manière plus générale, c'est une question qui mérite pas mal de réflexion, et en fait qui est très simple, c'est-à-dire, et là je reprends quelque chose qui m'a été rapporté, quelque chose qui a été dit à quelqu'un que vous connaissez pour beaucoup, qui est malheureusement décédé, qui est Michel Lebris, qui va dans une école parler de littérature et de poésie à des enfants, et puis il y a une petite fille, je crois de 5-6 ans, qui dit « Écoutez, monsieur, est-ce que finalement le poète, il dit pas ce que les autres ne peuvent pas dire avec son langage ?» Et bien évident que dans le cadre de la poésie, on ne peut pas parler avec des questions comme qu'avez-vous voulu dire, qu'est-ce que ça veut dire, etc. On n'est pas dans le cadre d'un caractère utilitaire du langage. Là, je m'exprime envers vous en utilisant le langage comme on utilise une cuillère ou une fourchette, et j'essaye de faire passer quelques idées de la manière la plus claire possible. Mais bien entendu, le poète, lui, il a un usage de la langue, un rapport au monde qui fait que
ce type de question est une question qui n'a pas grand intérêt. Hein, c'est comme si on disait à un peintre, comme si on demandait devant une toile, je ne sais pas, de Jean-Luc Bourrel, qu'est-ce que vous avez voulu faire là, hein, devant une grande toile bleue de Jean-Luc Bourrel, qu'est-ce que ça veut dire? Bien entendu, la question n'a pas beaucoup de sens, puisque, pour faire vite, parce que ça mériterait un long développement, mais pour faire vite, on est dans ce type d'œuvre, là je reviens encore à Umberto Eco, ce qu'on appelle des œuvres ouvertes. Et qui veut dire ouverture du sens ne veut pas dire n'importe quoi. C'est pas parce que le sens est ouvert, ça veut dire quoi le sens ouvert? Le sens ouvert, ça veut dire que le poète ne pas forcément produire un message dans lequel le signifiant et le signifié vont être parfaitement accordés. Vous voyez, ça, si je demande à Claude, passe-moi le bouquin qui est sur la table, etc., bon, il y a intérêt à ce que les signifiants et les signifiés soient accordés. Même si Claude est très rêveur, etc., il va comprendre le message qui est clair. Et bien entendu, le poète, lui, fait, mais là, je n'invente rien, bien sûr, un autre usage, puisqu'il nous parle, il nous dit autre chose sur des modes qui ne sont pas forcément les modes de communication du langage ordinaire. Sinon, ça n'avait intérêt. Si on pouvait traduire la phrase comme on traduit du français en allemand, etc., bah pourquoi le poète n'écrirait pas des choses plus simples? Saint John Perse disait, à propos de le discours de Stockholm, à propos de la poésie, il dit si le poète est parfois hermétique, etc., c'est pas parce que ce qu'il dit est hermétique, c'est parce qu'il doit traverser, à cause des nuits qu'il doit traverser pour arriver à la clarté. Voilà. D'accord. Donc on va passer au deuxième livre. Alors je rappelle donc Le perroquet de Blaise Pascal, préface de Christophe Mailly. Alors, aux éditions des Instants, avec qui j'ai déjà fait un livre qui s'appelle Petit Pan de Proust, et qui est un très très bon éditeur. Là, si vous avez le temps, braves gens, d'aller regarder un peu sur Internet on va dire le site des éditions des Instants, pour moi, c'est un des meilleurs éditeurs en France. Il a fait 12 titres. Et vraiment, c'est quelqu'un de très talentueux, quelqu'un de jeune, de talentueux, qui a mis pendant des années et des années de l'argent de côté pour faire sa maison d'édition et qui a vraiment de très très bons titres. Édition des Instants, où on trouve tous ces titres, donc ça j'y tiens. Et préface de Christophe Mailly, qui à mon avis, là j'ai pas le temps d'en parler, mais qui est un des meilleurs poètes de langue française aujourd'hui. Christophe Mailly, même s'il n'est pas connu, il mérite d'être découvert. C'est lui qui a fait la préface. Voilà. Donc on passe au livre suivant, Vie héroïque, portraits, sentences et anecdotes, chez Gallimard. Alors là, Vie héroïque, on pourrait s'attendre effectivement à des personnages historiques célèbres. Il y en a, mais pas forcément ceux que l'on s'attend à rencontrer dans un tel ouvrage, puisque, comme dit la 4e de couverture, Dalida côtoie Héraclite et Artemisia Gentileschi, Diego Maradona. Alors, il est quand même question beaucoup de peintres, parce que Daniel a une grande connaissance et un grand amour de la peinture. On peut prendre un peu au hasard un jour à Douarnenez, sur le port du Resmeur, vers midi, Georges Poulot, dit Georges Perros, croisa Fernando Pessoa. Peut-on imaginer vie plus ordinaire? Alors, quand on connaît Fernando Pessoa, qui s'est dissimulé sous un nombre hallucinant de pseudonymes, on peut se demander qu'est-ce que Fernando Pessoa fait à Douarnenez, alors que Georges Perros, on comprend très bien ce qu'il faisait à Douarnenez, puisque c'était un breton d'adoption.
Bon, ben, on va peut-être demander à Daniel comment lui est venue l'idée de ce nouveau livre. Bon, là, je vois Zinedine Zidane, Dubélé, Bach, bon. Il y en a un petit peu pour tous les goûts. Alors, je te laisse présenter un peu ton livre, Daniel. Alors, en fait, comment est venue l'idée? Donc, pour ceux qui me connaissent savent que dans les livres précédents, il y avait déjà des portraits. Par exemple, dans un livre consacré à la peinture comme vie silencieuse, il y avait un portrait du peintre Fra Angelico. Et on trouve d'autres portraits dans d'autres livres. Et là, je me suis un peu concentré sur ce thème, puisqu'il s'agit de portraits de toutes sortes de personnages. Alors, de portraits écrits de manière très variée. Il y a parfois des choses qui sont assez proches du poème en prose, et puis des portraits plus classiques. Alors, comme dit Claude, il y en a pour tous les goûts, puisque vous avez toutes sortes de personnages. Parce qu'on va trouver des chanteurs de variété, des cyclistes, des peintres, des philosophes présocratiques, tout ce qu'on veut. Toutes sortes de personnages, des personnages que j'ai connus quand j'étais enfant, des alcooliques, des traînes savates, parce que dans Vie héroïque, bien sûr, il y a un peu d'ironie, puisque ça peut faire sembler aux grands auteurs grecs et latins, mais en fait, mes vies sont héroïques, c'est l'héroïque du quotidien. Donc, il y a des personnages qui sont des personnages qu'on peut rencontrer dans les bars, à Lannion, ou je ne sais où, ou des personnages de la mythologie, des personnages bibliques, etc. Donc, il s'agit d'une galerie de personnages et de phrases aussi, de sentences qui sont prises dans la vie de personnages. Voilà, donc je me suis consacré sur cet aspect, et là je travaille sur une autre série. Donc ces vies qui sont héroïques d'une certaine façon. Comme c'est héroïque de venir ici, peut-être un samedi matin à Lannion, nous écouter. Héroïque, vous voyez, dans ce sens-là. Héroïque, comme Louis Berthelhomme qui vient inviter au salon dans un château pas loin d'ici, il n'y a personne dans le public, et il fait son récital, il n'y a personne. Ça, c'est héroïque. Ça, c'est de l'héroïsme du quotidien. Comme je dis, il y a l'héroïsme grandiose et le petit héroïsme. Alors, je vais vous lire la préface, ça sera peut-être plus simple. Alors, avant-propos, c'est très court. J'aime pas les lectures longues, ça fatigue tout le monde n'a qu'une idée, c'est d'aller faire un tour. Alors, avant-propos. Toute vie est ou devrait être héroïque. Bien entendu, il y a l'héroïsme hors classe, celui du saint qui interpelle le ciel et celui du résistant qui refuse de parler sous la torture. Mais il existe également, à côté de l'héroïsme grandiose, l'héroïsme minimaliste. Cet éternel combat contre le quotidien, corps à corps avec ce gouffre dans lequel se débattent femmes et hommes depuis leur naissance. Héroïque qui se lève le lundi matin pour se rendre à un travail qui l'ennuie. Héroïque l'artiste sans inspiration. Héroïque qui aime sans être aimé en retour. Héroïque Don Juan devant le commandeur. Héroïque Elvire devant son chagrin, mais également héroïque Sganarelle. Vivre est un métier, nous rappelle Pavézé, un métier difficile et qui peut vite fatiguer. Ce petit livre n'a pas la prétention d'embrasser la totalité de la comédie humaine. Ce n'est qu'une suite de courtes scènes variées, un théâtre de poche. Voilà pour la préface. Bien, je pense qu'on va pouvoir arrêter là. Alors évidemment, Daniel, vous pourrez discuter avec lui, parler de ses livres, parce qu'il a d'autres livres, hein, sur le stand de la librairie Goualarn, pour faire dédicacer ses livres aussi. Mais c'est un écrivain, je le qualifierais d'étonnant. Oui, il a parfaitement raison. Il est très étonnant. Merci. Merci à vous.